Voilà, donc la chaîne 14 israélienne est certainement un agent dans l'avion. L'extension du conflit ne s'arrêtera pas à l'Iran. Et c'est d'ailleurs bien ce que prouvent les frappes actuelles d'Israël sur Téhéran, c'est que ça ne cible pas des cibles militaires, pas seulement, ça cible aussi beaucoup les civils. Évidemment, elle ne souhaite pas se séparer du marché américain, qui reste quand même important pour elle. Je crois que 15% des exportations chinoises partent vers les États-Unis. C'est 2% de son PIB, mais c'est que 2% en même temps. Bonjour à tous et bienvenue sur 4 TV pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Michelon. Bonjour Laurent. Bonjour Kate, et puis merci de m'inviter à nouveau. Merci à vous. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes un entrepreneur français installé en Chine depuis plus de 20 ans. Vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'INALCO, et vous êtes l'auteur du livre Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente contre l'hégémon isolé. Alors l'actualité est très chargée en ce moment, on vit dans un contexte assez particulier, très tendu, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Alors bien entendu, on va évoquer la situation rapidement au Moyen-Orient, mais on va surtout parler de la Chine, de son rôle sur l'échiquier mondial d'un point de vue économique et géostratégique. Mais tout d'abord, au moment où on enregistre justement cette émission, Israël a attaqué l'Iran il y a quelques jours, ce à quoi Téhéran a riposté. Pékin a déclaré qu'Israël a franchi toutes les lignes rouges. Et on a aussi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a déclaré, je le cite, et ça c'est un tweet que j'ai repris de vous, qui dit, je cite, « La Chine s'oppose à toute violation de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Iran, ainsi qu'aux actions qui exacerbent les tensions et étendent le conflit. La nouvelle escalade de la situation régionale n'est dans l'intérêt d'aucune partie. » Alors moi, ma question, Laurent Michelon, quelle est la position de la Chine ? Quelle position va-t-elle adopter face à cette escalade militaire entre les deux pays ? Alors la position traditionnelle de la diplomatie chinoise, c'est toujours de ne jamais s'ingérer dans les affaires d'autres États. Quand il y a comme ça un conflit entre deux États, on l'a vu sur la question de l'Ukraine et de la Russie, elle ne prend pas de côté, même si elle peut avoir on va dire des intérêts qui vont être plus proches d'un côté que de l'autre. Quand elle aborde la question entre les deux belligérants, elle ne prend pas, elle ne prend le côté de personne. Elle essaie au contraire en fait de jouer un rôle de médiateur, comme on l'a vu sur la question entre l'Iran et l'Arabie Saoudite il y a presque 2 ans de cela, où c'est la Chine qui a été à l'origine de la reprise des relations diplomatiques entre ces deux pays. Donc là, c'est la même chose en fait sur la question irano-israélienne. La Chine a évidemment déclaré que Israël avait franchi toutes les lignes rouges parce que c'est évidemment l'agresseur, que le monde entier l'a vu. C'est le premier à avoir ouvert les hostilités. L'Iran est dans une position de défense et la Chine fait appel en fait à l'arrêt des hostilités puisque de toute façon, quelle que soit la responsabilité, la guerre n'est bonne pour personne. Donc ça, c'est la position chinoise qui, évidemment, comme elle est de l'ordre du discours, aucun des belligérants n'est obligé de se conformer à ce que recommande la Chine. Mais la Chine et l'Iran sont deux pays qui sont assez proches diplomatiquement puisqu'ils font partie d'un certain nombre d'organisations transnationales, régionales, comme les BRICS, comme l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, c'est deux organisations qui sont régionales, mais ça fait que les deux pays sont très proches diplomatiquement, commercialement et même de plus en plus stratégiquement. Donc il est évident, sans que ce soit des alliés, il est évident que la Chine a quand même, on va dire, un intérêt à ce que l'Iran ne soit pas déstabilisé comme l'a été la Syrie, comme l'a été l'Irak, puisque l'Iran est beaucoup plus proche de ses frontières. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Alors il n'y a pas eu d'appel entre la diplomatie chinoise et la diplomatie israélienne. En tout cas, ça n'a pas été rapporté d'aucun des deux côtés. Mais le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a déjà appelé son homologue iranien en l'assurant de son soutien, tout en demandant quand même l'arrêt des hostilités.
Il y a aussi un autre aspect, c'est que c'est ce que vous avez mis en fait dans un tweet que j'ai vu qui date d'il y a quelques jours. Vous dites aussi que le gouvernement chinois, si on lui demande, pourra fournir de l'aide humanitaire. Est-ce qu'ils ont déjà fait visiblement pour l'Iran aussi? Tout à fait. Alors dès le début des bombardements israéliens sur l'Iran, le lendemain, il y avait des avions cargo comme ça qui partaient du sud de la Chine vers l'Iran. On imagine, bon, j'étais pas dans l'avion, mais on imagine que c'est principalement de l'aide humanitaire destinée à venir en aide en secours aux populations, parce qu'il faut bien rappeler que Israël a attaqué principalement des cibles civiles en Iran. Il faut bien voir que pas uniquement c'est pas uniquement des cibles du soi-disant programme nucléaire iranien dont personne n'a pour l'instant encore la preuve. Ils ont attaqué un centre d'enrichissement d'uranium, mais il n'y a pas d'endroit où sont fabriquées des armes nucléaires en Iran. Et donc les bombardements israéliens se sont concentrés sur des cibles civiles dans des quartiers de Téhéran où il n'y a euh, absolument aucune cible militaire. Ils ont ciblé des centres d'entraînement d'athlètes iraniens et des enfants, des athlètes adolescents de 10-12 ans qui sont morts. Ils ont visé des gens, des ingénieurs du programme nucléaire, mais pour l'instant, je répète, le programme nucléaire iranien est civil. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait un programme nucléaire militaire. Donc, certains de ces ingénieurs ont été assassinés. Et on le voit avec des frappes en plus de missiles qui ont vraiment été très chirurgicales, ce qui montre bien que quand il faut le faire, Israël sait faire des frappes chirurgicales et pas bombarder comme ils le font à Gaza. Donc ça, on voit que la Chine donc, a fait une première aide humanitaire. Ensuite, il faut bien voir que cet appel entre la diplomatie chinoise et la diplomatie iranienne a certainement parlé d'une certaine forme d'assistance on va dire, sur des systèmes antimissiles. Là, c'est uniquement de la spéculation de ma part, mais la coopération militaire entre l'Iran et la Chine existe. On a vu qu'il y a quelques mois, il y a eu des manœuvres militaires conjointes entre la Russie, la Chine et l'Iran dans le détroit d'Ormuz, très très proche des côtes iraniennes. Donc on peut imaginer, et on le sait apparemment qu'il y a des systèmes antimissiles chinois qui ont été vendus à l'Iran. Apparemment, ils n'ont pas été utilisés jusqu'à présent, donc c'est peut-être un problème de formation, c'est peut-être une décision stratégique de ne pas les utiliser pour l'instant. Mais toujours est-il que l'armement chinois a fait ses preuves, notamment dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, je pense. Alors justement, concernant cette coopération militaire entre la Chine et l'Iran, alors c'est une information qui a été diffusée par Marc Gabriel Draghi. Selon la chaîne israélienne 14, le Pakistan, la Chine et la Russie aident l'Iran à transporter des cargaisons aériennes contenant des missiles. Voilà, donc la chaîne 14 israélienne a certainement un agent dans l'avion, et ce que moi je n'ai pas. C'est le problème de l'information, de la désinformation en provenance aussi bien d'Israël que des médias de masse occidentaux, c'est qu'ils avancent des choses comme ça sans apporter aucune preuve. C'est du même acabit que la fiole du colonel Powell aux Nations Unies. On annonce comme ça des choses sans apporter aucun élément de preuve, et ça devient la base d'une agression supplémentaire. Il n'y a pas pour l'instant de preuve d'une collaboration militaire, en tout cas en vente d'armement, entre la Chine, la Russie et l'Iran. On voit la flotte aérienne iranienne est très pauvre. Ce sont des F-14 des années 70, donc des avions américains qui datent des années 70. Et quelques MiG-29 russes qui sont pas non plus des avions de toute dernière génération, c'est des avions des années 90, et c'est tout. C'est-à-dire que l'Iran n'a même pas fait l'acquisition d'avions de chasse chinois qui ont fait leur preuve, comme je le disais, dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Donc ce sont des accusations absolument dénuées de tout fondement, mais par contre, effectivement, il y a certaines armes antimissiles, des armes défensives qui ont été livrées à l'Iran et qui apparemment, pour l'instant, n'ont pas encore été utilisées. Mais c'est ce que disaient les Iraniens. Ils disaient, nous n'en sommes qu'au début. Apparemment, ils utilisent d'abord des armes
il faut un petit peu un mélange d'armes assez anciennes et de missiles hypersoniques plus récents. Mais l'objectif de tout ça, c'est d'épuiser les défenses antiaériennes israéliennes. Mais on sait que derrière, il y a encore beaucoup de variétés dans l'armement qui peut être utilisé. Mais voilà, c'est un peu la limite en fait de la coopération entre la Chine et l'Iran, c'est que le matériel chinois qui est même pas de pointe, parce qu'on a vu que les J-10 qui ont été utilisés au Pakistan sont des avions qui ne sont pas de toute dernière génération, mais qui sont encore assez efficaces. Même ça, l'Iran n'en a pas fait l'acquisition. Il y a d'autres pays comme l'Égypte notamment qui se sont armés avec beaucoup de matériel chinois, mais du côté iranien, on n'a absolument aucune preuve d'une coopération militaire. Alors apparemment, oui, il y a des pièces détachées de drones qui auraient été vendues par certains acteurs privés chinois, qui d'ailleurs se sont retrouvés sur la liste du FBI, comme des criminels les plus recherchés. On a vu qu'il y a une jeune demoiselle chinoise dont la tête a été mise à prix à 15 millions de dollars. On vient de voir, son crime, c'est d'avoir vendu des pièces de drone, des pièces détachées de drones à l'Iran. Il faut se rappeler que Ben Laden, la mise à prix sur sa tête, c'était 5 millions de dollars. Donc cette demoiselle, on a payé pour 3 fois plus cher. Donc voilà, on est vraiment dans cette espèce d'escalade grotesque, en fait, pour dramatiser un peu la situation et essayer de donner raison à Israël, quoi qu'il fasse. Est-ce qu'on peut tout de même dire qu'il y a un certain parti pris de la part de Pékin qui pencherait un peu plus vers l'Iran? Si je vous pose la question, c'est que alors j'ai vu sur la chaîne d'Idriss Aberkan, il parle je pense que c'est une jeune femme qui est membre du bureau de propagande de la police de l'armée populaire. Elle s'appelle Zhao Dashwai. Alors j'espère que c'est une femme, hein. En tout cas sur la photo elle avait l'air d'être une femme, et donc elle fait beaucoup de tweets justement sur plein d'aspects politiques, hein. Juste avant c'était sur l'Inde et là sur Israël, et donc il y a vraiment un parti pris où elle parle de notamment de supériorité aérienne de l'Iran comparé à Israël. Voilà, il y a des petits C'est le problème de certaines chaînes en France, c'est que ils parlent de choses qu'ils connaissent absolument pas. Joe Dashway, je sais exactement ce que c'est. C'est une personne sur Twitter qui tweet énormément. Et quand on en discute un petit peu avec les gens qui connaissent bien la Chine, on se dit tous qu'en fait c'est une personne qui est assise en Virginie, probablement dans un immeuble dans la ville de Langley. C'est quelqu'un qui aime bien attiser justement les conflits entre la Chine et l'Inde, entre la Chine et Israël, des choses comme ça. Donc c'est de la désinformation grotesque. Malheureusement, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose tombent le nez dedans. Donc non, c'est Jao Dashwai, le compte sur Twitter, vous pouvez oublier ça, c'est pas une source d'information. C'est une source de désinformation et surtout une source qui attise les dissensions entre la Chine et certains de ses voisins, notamment, comme je le disais, donc l'Inde et Israël. Maintenant, on voit, c'est un site qui fait feu de tout bois pour attiser, soi-disant, le nationalisme chinois et indien, en les forçant à se disputer sur Internet. Mais c'est vraiment quelque chose dans lequel les gens sérieux ne tombent pas dedans. Merci pour cette précision en tout cas. J'ai bien fait de vous poser la question finalement. Oui, tout à fait. Merci. Un mot pour terminer sur ce conflit entre Israël et l'Iran, un mot sur cette prédiction qui a été émise par Alexandre Douguine hier en parlant de cette opération Samson qui pourrait être déployée donc par Israël. Alors l'opération Samson, en quelques mots, ça signifierait qu'Israël utiliserait l'arme nucléaire contre l'Iran et le Yémen, parce que le Yémen aussi vient d'essayer de frapper, je crois, tout récemment, au moment où on enregistre, là on est le 16 juin, a fait un tir de missile, je crois, dans le sud d'Israël qui a été avorté. Et donc cette opération Samson serait d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran et le Yémen, et il y a des ministres israéliens aussi qui menaceraient en fait de frappe nucléaire toutes les capitales européennes qui prôneraient la solution à deux États et la reconnaissance de l'État palestinien. Alors en ce moment, on se demande quelle va être la position de Trump. Est-ce qu'il va soutenir Israël ou non? Et s'il y a un engagement, eh bien on entrerait sans doute dans ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale.
Est-ce que la Chine, elle, restera toujours aussi impassible et neutre dans sa pleine souveraineté? Alors oui, l'option Samson, malheureusement, on ne peut pas l'écarter, même si elle semble un petit peu folle. Effectivement, c'est l'option ultime dont plusieurs gouvernements israéliens auxquels plusieurs gouvernements israéliens ont fait appel. Globalement, c'est si jamais on perd la guerre conventionnelle, on envoie une bombe nucléaire sur tous les gens qu'on soupçonne d'antisémitisme ou d'antisionisme, et puis comme ça, c'est réglé, en pensant pouvoir faire peur à tout le monde. Donc malheureusement, connaissant le gouvernement actuel en Israël, ils en sont pas incapables, je pense, notamment si ils le font sur des États comme le Yémen, en pensant que le monde occidental et la Chine et la Russie finalement s'en désintéresseront ou n'entreront pas en guerre pour défendre le Yémen qui aurait été atomisé. Après, est-ce que la Chine restera impassible? Non, pas impassible. Cependant, elle restera dans une position de neutralité, dans le sens où elle n'entrera pas en conflit avec Israël ou avec les États-Unis sur cette question-là, parce que ça ne la concerne pas directement, même si on peut imaginer que à terme ça finisse par la concerner. Parce qu'il faut bien voir que il y a des vidéos de ça de Benjamin Netanyahou qui expliquait au début des années 2000 que le problème n'est pas seulement l'Iran, et que en fait le domino suivant après l'Iran c'est le Pakistan. Donc on voit que, ça c'est une vidéo, une interview qu'il donne, il en est très fier d'ailleurs, où il explique qu'il ne peut pas y avoir un seul État musulman qui soit une puissance nucléaire. Il faut bien savoir que la puissance nucléaire pakistanaise a probablement été, on va dire, développée en collaboration avec des ingénieurs chinois. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'extension du conflit ne s'arrêtera pas à l'Iran. Et c'est d'ailleurs bien ce que prouvent les frappes actuelles d'Israël sur Téhéran, c'est que ça ne cible pas des cibles militaires, pas seulement, ça cible aussi beaucoup les civils, parce que ça, en fait, l'objectif, c'est pas le programme nucléaire iranien qui n'existe pas. Le programme militaire nucléaire iranien n'existe pas. Ce qui est recherché, c'est de pousser les Iraniens à la révolte contre le régime, et c'est une opération de changement de régime. Donc c'est pas une question de programme nucléaire, et ce qu'il faut bien voir, c'est que le Pakistan est le prochain sur la liste. Ce qui peut nous amener à nous poser des questions sur l'intérêt qu'aurait le Pakistan. Il faut bien savoir que le Pakistan n'a aucun intérêt à ce que l'Iran devienne une puissance nucléaire, évidemment, mais pourrait, par pragmatisme, décider de faire entrer l'Iran sous son parapluie nucléaire à lui. Voilà. Donc voilà. Quelle sera la position de la Chine? Je pense que si on en arrive à l'option nucléaire au Moyen-Orient, la Chine sera obligée d'équiper ses partenaires dans la région, que sont si bien le Pakistan que l'Iran, que d'autres pays dans la région, de systèmes antimissiles très performants qui peuvent tout à fait, on va dire, mettre en échec des missiles nucléaires israéliens. On espère évidemment pas qu'on en arrive à cette option-là. Bah personne ne l'espère, mais c'est vrai que l'avenir est assez incertain en tout cas. On va parler des tensions entre les États-Unis et la Chine qui existent de manière en tout cas économique. Mais d'abord, on va faire un point sur la situation économique du pays. Et alors, je vais vous citer quelques phrases d'un rapport de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors, pour cette organisation, la croissance annuelle a été globalement stable à 5,4% au premier trimestre de 2025 pour la Chine. La baisse des prix des denrées alimentaires a maintenu l'inflation au-dessous de zéro. La consommation sera soutenue par la hausse des revenus et l'augmentation des dépenses sociales. L'inflation restera faible malgré une légère augmentation due à des prix d'importation plus élevés. Et les exportations se sont accrues à un rythme soutenu, mais sont désormais confrontées à la hausse des droits de douane imposés sur les livraisons aux États-Unis, et c'est aussi ce dont on va parler. Alors, est-ce que vous confirmez ce que dit ce rapport? J'ai vraiment pris que quelques points qui étaient intéressants à émettre ici.
Alors l'OCDE, oui, c'est une source d'information parmi d'autres, évidemment très occidentale, hein, puisque même s'il y a des pays comme le Japon et la Corée du Nord, ça reste quand même très occidentalo-centré. La croissance chinoise, effectivement, en 2000 jusqu'au premier trimestre 2025, a été positive, de l'ordre de 5%, alors entre 4,9 et 5,2 selon les sources d'information. Il est vrai qu'il y a même une déflation, hein, les prix baissent en Chine actuellement. La hausse des prix dont parle l'OCDE, c'est en fait une hausse des prix qui est prévue en fait, mais qui n'a pas lieu actuellement, parce qu'effectivement, si Donald Trump met ses menaces à exécution, il faut bien se rappeler que les négociations sont toujours en cours. Malgré Donald Trump qui déclarait il y a quelques jours, ça y est, le deal est dans la poche avec la Chine, c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, la Chine, le ministère des Affaires étrangères chinois a bien démenti par un communiqué en disant il y a pas de décision qui a été prise. On continue la négociation. C'est des négociations qui vont être longues. Ça prendra au moins 6 mois. Donc pour l'instant, on peut imaginer effectivement que si la menace sur les droits de douane était mise à exécution, effectivement, la Chine paiera plus cher, enfin les Chinois paieront plus cher leurs importations et les Américains également. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une période de déflation en Chine, les prix sont en train de baisser. En plus de ça, effectivement, le gouvernement chinois a fait tout un tas de mesures pour encourager la consommation, parce que c'est effectivement dans un contexte aussi anxiogène que sont les relations internationales actuellement, surtout le focus qui est fait sur la Chine par les États-Unis. Il est vrai que le consommateur chinois n'est pas très à l'aise pour faire chauffer sa carte de crédit. Donc c'est vrai que la consommation est un peu atone en ce moment, mais le gouvernement chinois a pris des mesures justement pour relancer la consommation, surtout en fait en travaillant sur les prix de l'immobilier en fait, parce que c'est vraiment l'élément central de la décision des consommateurs chinois, c'est en fait le prix de leur immobilier. Si le prix augmente, en tout cas en théorie, ils ont l'impression d'être riches et donc ils vont un peu moins épargner. Si le prix de l'immobilier baisse, ils ont l'impression de s'appauvrir et donc ils dépensent de moins en moins. Donc voilà, c'est pour l'instant le gouvernement chinois a fait un peu reprendre le marché immobilier, en fait avec des mesures qui permettent aux primo-accédants en fait d'arriver sur le marché immobilier plus facilement. Les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers ont baissé, le dépôt minimal pour l'acquisition d'un appartement ça a baissé, et il y a tout un tas de mesures qui ont été faites pour les familles qui accèdent pour la première fois à la propriété. Donc voilà, c'est l'économie chinoise, malgré tous les vents contraires qui lui viennent d'Occident, elle réussit quand même à se maintenir grâce à ce qu'on appelle en Chine la double circulation, c'est-à-dire en tenant sur ses deux jambes en fait, c'est-à-dire ne pas continuer en fait le modèle de croissance chinois des années 2010 qui comptait principalement sur les exportations, mais aussi en comptant sur sa propre consommation interne et on va dire le commerce avec les voisins immédiats. Et là, c'est ce qu'il faut voir, c'est que si effectivement le commerce avec les États-Unis décroît, ça a été globalement repris en fait par ses voisins, notamment les pays de l'ASEAN, les pays du sud-est asiatique, qui ont déjà absorbé un certain nombre de marchandises qui étaient destinées au marché américain et qui ont été bloquées justement à cause de cette incertitude sur les droits de douane. Donc voilà, la Chine en fait encourage la consommation interne et la consommation vers l'exportation vers de nouveaux marchés, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et la Russie principalement. Alors justement, pour revenir à ces négociations qui ont lieu actuellement entre les États-Unis et la Chine, qui ont débuté d'abord à Genève et là qui se sont poursuivies à Londres. Pour l'instant, vous l'avez dit, il n'y a pas d'accord malgré le tweet et malgré l'annonce fracassante de Donald Trump. Mais je pense que ça, c'est aussi peut-être sa marque de fabrique à chaque fois de faire des annonces comme ça, choc et assez provocatrices. Quelle est la position de la Chine? Est-ce qu'elle est en position de force dans ces négociations ou non? Alors, elle est en position de force sans avoir cherché à avoir une position de force, en fait. Parce qu'en fait, tous les efforts de la Chine depuis 2018, pardon, il faut se rappeler que la guerre commerciale a été déclarée sous le premier mandat de Donald Trump en 2017.
On se rappelle de l'affaire de Huawei en 2018. En fait, ça fait 8 ans que la Chine se prépare en fait à une guerre commerciale. Et Trump, effectivement, en faisant des annonces fracassantes, mais en mettant à moitié ses menaces à exécution, puis en faisant marche arrière au bout de quelques mois, finalement, les annonces américaines ont perdu de leur mordant, mais la Chine, elle, n'est pas restée les bras croisés et comme je le disais, développé sa double circulation, chercher des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés, à tel point que aujourd'hui, évidemment, elle ne souhaite pas se séparer du marché américain, qui reste quand même important pour elle. Je crois que 15% des exportations chinoises partent vers les États-Unis. C'est 2% de son PIB. Mais c'est que 2% en même temps. Donc c'est quelque chose qui, si les États-Unis mettaient à exécution leur menace de découplage, la Chine pourrait tout à fait s'en remettre. Et donc, elle est en position de force sans avoir cherché en fait à imposer quoi que ce soit au marché américain. Mais elle est tout à fait capable de résister aux menaces américaines. D'abord en se retournant sur son propre marché, effectivement, en encourageant la consommation qui a toujours été très faible. Il faut voir que les ménages chinois ne sont pas endettés, au contraire des ménages américains. Ce sont des épargnants nets à des taux très élevés, hein, c'est 30 à 40% des revenus des Chinois qui partent dans l'épargne. Donc il y a vraiment beaucoup de marge. Et puis il y a tous ces nouveaux marchés qui ont été ouverts à cause des sanctions américaines, notamment la Russie, et puis tout le Sud-Est asiatique, le Moyen-Orient, qui sont des vrais marchés nouveaux pour la Chine. Et puis n'oublions pas l'Union européenne, parce que l'Union européenne, qui se croyait on va dire, immunisée aux sanctions de Trump, elle s'est rendue compte qu'elles en fait, elles se retrouvent dans le même bateau. Et donc, l'Union européenne ne peut pas se séparer, ne peut pas mettre à exécution ces menaces de dérisquage dont elle parle depuis plusieurs années. Et c'est tout le sens du prochain sommet Chine-Union européenne qui aura lieu le mois prochain à Pékin. C'est la diplomatie européenne vient un petit peu chercher des solutions et des débouchés nouveaux vers la Chine, notamment en essayant de régler le problème, le différend sur les droits de douane, sur les véhicules électriques chinois, sur les cognacs français, toutes ces choses-là, sur les terres rares, évidemment, dont nos industries ont énormément besoin. Donc voilà, il y a beaucoup de discours, mais finalement, la Chine se retrouve un peu au centre de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et aussi bien les États-Unis que l'Union européenne n'ont pas le choix que de commercer avec elle. Alors justement, sur la question des terres rares, j'aimerais vous faire réagir à une phrase du Wall Street Journal qui désavoue complètement Trump et qui dit que la question des terres rares met en évidence un problème plus large avec la stratégie tarifaire de Trump, à savoir qu'il n'en a pas. Son dernier revirement montre qu'il ne peut pas intimider la Chine comme il a tenté de le faire lors de son premier mandat. La Chine dispose de ses propres leviers. C'est un peu ce que vous venez de nous expliquer d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'est en fait il y a eu beaucoup de déclarations fracassantes de Donald Trump en disant on va réindustrialiser. Parce que les terres rares, il faut bien savoir qu'elles ne sont pas rares, comme le monde ne l'indique pas. Il y en a partout dans le monde, mais il y a un seul pays qui a mis au point une chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire d'extraire ces terres rares, de les raffiner et de les exporter. Tout ça dans un contexte environnemental, parce qu'il faut savoir que l'extraction et le raffinement des terres rares, ça peut être très polluant. La Chine a mis au point des techniques d'extraction et de raffinage qui ont un impact minimal sur l'environnement, ce que n'ont pas été capables de faire des pays comme l'Australie, par exemple, qui a aussi énormément de terres rares, ou les États-Unis eux-mêmes. Donc, on va dire les pays occidentaux ont laissé en fait la Chine prendre les devants sur les terres rares. Ça fait 20 ans que la Chine les extrait et les envoie partout dans le monde. Et maintenant, si les États-Unis ou l'Australie se mettaient à le faire, il leur faudrait au moins 10 ans pour rattraper leur retard. Tout en sachant qu'en plus de ça, ils ont les écologistes sur le dos. Donc voilà, c'est la Chine en fait se retrouve au centre d'une chaîne d'approvisionnement, mais ça n'est pas sa décision elle n'a rien fait pour être en situation de monopole. C'est nous, les pays occidentaux, qui avons tout fait pour qu'elle soit en situation de monopole. Et maintenant, comme d'habitude, la facilité vient à blâmer les Chinois en disant mais voilà, ils font des embargos sur les terres rares. Non, les Chinois sont tout à fait logiques, c'est-à-dire qu'il y a une agressivité complètement assumée de Donald Trump et de Ursula von der Leyen envers la Chine.
on ne comprend pas pourquoi est-ce que la Chine continuerait à vendre à bas prix des matériaux qui sont essentiels à l'industrie automobile, à l'industrie de l'armement, à l'industrie des communications, à des pays qui, en plus de ça, vous sanctionnent sur les droits de douane et font des embargos sur vos produits. Donc c'est tout à fait logique. Mais il faut bien voir que la Chine reste dans une optique de coopération. Elle a précisé récemment justement envers l'Union européenne et les États-Unis d'ailleurs qu'elle continuerait à donner des autorisations dérogatoires à certaines sociétés américaines ou européennes qui auraient besoin de terres rares chinoises. Donc il n'y a pas d'embargo. La Chine n'a pas mis le holà aux exportations. C'est juste qu'elle a demandé en fait aux sociétés américaines et européennes de, on va dire, motiver leur demande d'importation, parce qu'il faut bien voir que certaines sociétés coréennes, sud-coréennes notamment, achetaient tant qu'elles pouvaient des terres rares pour les stocker et en fait concurrencer la Chine. C'est-à-dire qu'on avait des sociétés coréennes qui vendaient des terres rares aux États-Unis, alors que les sociétés coréennes ne produisent pas de terres rares. Donc la Chine ne veut pas se retrouver dans une situation où des États tiers vont stocker des terres rares qu'ils n'ont pas besoin pour ensuite en fait diluer l'influence chinoise sur le domaine des terres rares. Voilà. Alors comment va se dérouler cette sélection quand la Chine dit voilà, vous motiverez votre demande, enfin pour les entreprises américaines, est-ce qu'on sait comment elles vont être sélectionnées, ces entreprises américaines? Alors certainement pas les sociétés dans le domaine de l'armement, ça je pense que c'est clair, mais par contre les sociétés automobiles notamment qui développent leurs véhicules électriques, on pense notamment à la société Ford aux États-Unis et les sociétés européennes qui ont besoin de ces terres rares, elles en auront. Donc il faut bien voir que la Chine n'est pas dans une situation où elle cherche à étrangler la compétition, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Elle vend des terres rares à des sociétés qui ensuite vont entrer en compétition aussi bien sur le marché chinois que sur le marché européen dans le domaine des véhicules électriques. Mais c'est quelque chose qui ne fait pas peur à la Chine. La compétition ne fait pas peur aux marques chinoises. Tout comme d'ailleurs, il faut bien le rappeler, elle ne fait pas peur aux marques européennes. Il faut bien se rappeler que les marques européennes de véhicules électriques ont bien expliqué qu'elles étaient contre les sanctions et les droits de douane que comptait lever l'Union européenne contre les véhicules chinois. Donc il faut bien voir que quand on est dans le domaine privé en fait ou de la compétition commerciale, aussi bien les Européens que les Chinois n'ont pas envie d'avoir aucune sorte de barrière administrative entre les deux. Aussi bien les marques européennes que chinoises sont pour la compétition. Donc voilà, les marques chinoises sont en développement sur le marché européen, mais ce sera en compétition avec des marques européennes qui sont toutes en joint venture avec des marques chinoises en Chine et qui utilisent toutes des terres rares et d'autres techniques qui proviennent de Chine. Alors parallèlement, la Chine renforce, elle, ses liens avec le Sud global. Alors je vais citer un court passage de votre livre, Comprendre la relation Chine-Occident, donc publié en fin 2024, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors vous dites, nombre d'États africains et moyen-orientaux entrent dans une collaboration étroite avec la Chine qui étend ses nouvelles routes de la soie sur tout le continent, comme en témoignent les exemples de l'Angola qui, depuis 2015, a fait du yuan son second moyen de paiement à cours légal pour faciliter la vente à la Chine de ses hydrocarbures. Et là, on vient de voir qu'il y a eu la 4e édition de l'exposition économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique. Et il y a eu une annonce très forte de la part du ministre des Affaires étrangères chinois, qui a donc à la fois annoncé le renforcement de la collaboration sino-africaine dans plusieurs secteurs stratégiques, tels que, je cite, l'industrie verte, le commerce électronique et l'innovation technologique, mais il a aussi annoncé que la Chine favoriserait les importations africaines et qu'elle accordera une exonération totale des droits de douane pour les 53 pays africains partenaires de manière diplomatique avec Pékin. C'est un geste très fort, là. Absolument, et il faut le mettre en contraste avec la collaboration entre guillemets entre l'Afrique et l'Occident des 100 dernières années, qui a été globalement, si vous demandez à n'importe quel Africain, ça a été plutôt on va dire une situation d'exploitation, de mise sous un joug aussi bien commercial que monétaire, notamment la question du franc CFA.
Et là, la Chine, effectivement, alors mon livre a été écrit, ça c'est la version 2004, c'est la deuxième édition. Il avait été écrit en fin 2021, début 2022. Et depuis, effectivement, il y a depuis l'Angola, il y a beaucoup d'autres pays qui sont passés au yuan pour commercer, notamment l'Arabie Saoudite qui maintenant vend ses hydrocarbures à la Chine et se fait payer en yuan, et d'autres pays comme ça du Golfe qui rentrent dans la danse. Et là, la Chine, effectivement, annonce à tous les pays africains qui ont des relations diplomatiques avec elle, c'est-à-dire 99%, en fait, d'exporter vers la Chine sans absolument aucun droit de douane sur aucun produit. C'est une énorme aide au développement, et c'est, on imagine, une aide au développement un petit peu qui suit le dicton, alors je sais pas si c'est un dicton africain ou un dicton chinois, qui dit que si on veut aider quelqu'un, on lui donne pas à manger, mais on lui apprend à pêcher. Voilà, ben là c'est exactement ça. C'est la Chine qui ne fait pas de l'aide au développement avec de l'envoi de fonds qui finissaient en tout cas dans la coopération européenne avec l'Afrique, finissaient souvent dans la poche de, de, de dirigeants corrompus et qui, le lendemain, la semaine d'après, achetaient un appartement dans le 16e à Paris. Là, maintenant, l'aide au développement chinoise, elle ne sera pas en espèces sonnantes et trébuchantes, mais justement, ce sera exemption de droits de douane vers la Chine. Donc, ça encourage l'entrepreneuriat dans ces pays africains, ça encourage le commerce bilatéral, et là, forcément, ça va se transcrire dans une explosion du commerce entre non pas seulement les grandes sociétés africaines, les grandes sociétés d'État, minières, des choses comme ça, parce que là, on peut se dire aussi, mais finalement, l'argent reste toujours dans la poche des plus riches, mais ça encourage aussi le petit commerce, les PME qui font du commerce avec la Chine, et qui là vont se retrouver dans une situation où elles seront pas uniquement en situation d'importation, mais elles pourront exporter vers la Chine des produits, tous les produits qui sont disponibles en Afrique, et dans la Chine a grand besoin. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est en quelque sorte un pied de nez fait aux États-Unis de la part de la Chine, qui elle donc à la fois s'auto-centre sur elle-même et fait fructifier son économie, mais aussi s'intéresse peut-être aux pays qui sont un peu délaissés par à la fois l'Occident, les États-Unis, et qu'elle voit où elle pourrait tirer parti finalement. Oui, mais enfin, on a toujours tendance en Occident à présenter toutes les initiatives chinoises comme des initiatives un petit peu revanchardes. Parler de pied de nez, c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est ce qu'on lit à tout bout de champ dans les médias occidentaux. Mais en fait, il faut voir que la Chine n'a pas particulièrement de revanche à prendre sur les États-Unis, surtout pas en Afrique, hein, parce que les États-Unis se sont très peu intéressés à l'Afrique. Ils ont commencé à s'y intéresser à partir du moment où la Chine s'y est intéressée. Mais la Chine a surtout en fait a développé cette politique qui a été attribuée au président Xi Jinping, qui est en fait la prospérité. Je sais plus quel est le terme exact, mais c'est la prospérité partagée en fait pour tout le monde, de façon à ce que le développement économique ne laisse personne sur le bord de la route. Et ce que fait la diplomatie chinoise en permanence, c'est ce que fait le ministère du Commerce chinois en permanence, pas seulement en Afrique, mais aussi en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire en fait de voir avec chaque pays quel peut être le commerce bilatéral ou la relation bilatérale qui va vraiment mettre en valeur le pays et en fait en faire un partenaire diplomatique en fait, c'est-à-dire pouvoir rassembler autour de valeurs communes, puisqu'on a bien vu que les valeurs de l'Occident étaient centrées en fait sur globalement le profit pour quelques-uns et pour le reste du monde, eh bien c'est la coercition commerciale, financière ou militaire si ça marche pas. Eh bien la Chine propose un modèle différent de relations diplomatiques, ce qui fait effectivement un pied de nez aux États-Unis parce que c'est complètement le contre-pied en fait. C'est du commerce, on va dire, qui est pas fait à coups de bombardier et de cannières. C'est un commerce qui est fait sur un pied d'égalité et on le voit hein, quand on regarde en fait et ça, n'importe qui, j'invite vos auditeurs à regarder, aller sur le site du ministère des Affaires étrangères chinois, vous avez en permanence Xi Jinping qui reçoit tel leader africain, tel leader d'une petite nation du Pacifique, et on voit les honneurs sont absolument les mêmes qu'avec une Van der Leyen ou un Macron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement préférentiel à une nation parce que ce serait une grande nation économique.
et puis un traitement au rabais pour une nation parce qu'elle serait moins importante. C'est très important. Et du point de vue, enfin, habitant partiellement à Pékin, où je fréquente encore pas mal de diplomates, notamment africains, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Le, la nature de l'accueil qui leur est réservé, la disponibilité du ministère des Affaires étrangères à les écouter, ils passent pas derrière la France, ils passent pas derrière les États-Unis, c'est vraiment sur un pied d'égalité et c'est très apprécié. Alors après, on peut toujours faire un procès d'intention à la Chine en disant que c'est parce qu'elle a l'intention de faire un pied de nez qu'elle fait semblant de bien traiter les Africains, mais là on rentre dans le procès d'intention un petit peu aigri et donc c'est pas très important. Est-ce que c'est cette démarche un peu altruiste aussi qui réunit finalement les deux chefs d'État, à la fois chinois, le chef d'État chinois et le chef d'État russe, parce que vous parliez de l'accueil des dirigeants africains. On a aussi vu Vladimir Poutine lors des célébrations, je crois, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il a reçu à la fois le président chinois et puis les chefs d'État aussi africains. On a vu cet accueil chaleureux quelque part. Est-ce que c'est ce qui les Absolument. réunit tous les deux et c'est ce qui fait que finalement il y a une entente assez cordiale? Absolument. Et c'est là que en Occident on a vraiment du mal à comprendre. C'est en fait il faut regarder l'Eurasie en fait, parce que aussi bien la Russie que la Chine que l'Iran que l'Inde et en fait sont des sociétés traditionnelles avec des valeurs traditionnelles très fortes qu'on a eu nous aussi en Europe de l'Ouest, mais qu'on a perdu depuis environ 70 ans à cause de l'influence anglo-américaine. On est rentré dans une démarche beaucoup plus euh, euh, d'exploitation sur les plus faibles, et puis tout ce progressisme qui a fait Et disparaître perte de valeur aussi, hein, perte de valeur. Exactement. On voyait Vladimir Poutine qui offrait des bouquets de fleurs à toutes les épouses des chefs d'État qui étaient là. Enfin, ça semble normal à un Français ou un Européen de l'Ouest traditionnel, mais ça a complètement disparu. On n'a jamais vu Macron offrir un bouquet de fleurs à une femme. Et d'ailleurs, s'il nous regarde, peut-être qu'il pourrait s'en inspirer un jour. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Eurasie, c'est vraiment des sociétés traditionnelles qui sont fondées sur, elles ont toutes 2 à 3 000 ans d'histoire. On regarde l'Inde, l'Iran, la Chine, la Russie. Ce sont des sociétés anciennes qui n'ont pas besoin d'inventer des protocoles diplomatiques nouveaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette importance en fait du respect de l'autre, quelle que soit la situation de force, parce qu'ils savent qu'une situation de force c'est temporaire. On peut être le plus fort aujourd'hui, puis on sera le plus faible demain. Et c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, en contradiction, en opposition totale avec avec l'Occident globalisé. Et c'est quelque chose de très fort sur les nations eurasiatiques, on va dire non occidentales. C'est-à-dire que malheureusement, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne font partie de l'Eurasie géographiquement, mais on voit que dans les 70 dernières années, ils ont été arrachés en fait à leur héritage eurasiatique. On a perdu toutes nos valeurs. On s'appelle l'Occident, mais ça n'a plus rien à voir avec l'Occident précédent auquel on appartenait, que ce soit chrétien, catholique, helléno-chrétien, comme on veut, mais tout ça a disparu. Et tout ce que fait l'Occident maintenant, tout ce que fait la France maintenant, c'est au nom des valeurs occidentales que globalement personne n'est capable de lister. Alors moi, je vois des plateaux de télévision en France où on parle de l'Occident et personne ne sait de quoi il parle en fait. Qu'est-ce que c'est que l'Occident? Est-ce que c'est Israël qui bombarde Gaza de cette façon-là? On dit c'est au nom des valeurs occidentales. Donc il faudrait peut-être redéfinir l'Occident. Mais en tout cas, sur la partie, on va dire, orientale de l'Eurasie, il y a vraiment ces valeurs traditionnelles de respect, de même dans la victoire, de ne pas aller humilier, de toujours laisser une porte de sortie honorable à l'interlocuteur, parce qu'évidemment, il y a toujours une relation de force. La Chine ne va pas traiter sur un pied d'égalité avec un pays beaucoup plus petit qu'elle et beaucoup plus faible. Mais il n'y aura jamais cette position de suzerain et de vassal, comme c'est le cas entre les États-Unis et la France, entre les États-Unis et l'Angleterre, où on se retrouve globalement humilié et on met en place des espèces d'élites compradors qui sont complètement aux ordres du suzerain et le reste de la population n'a juste qu'à s'écraser et à subir.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir, avoir en tête. Et vous citiez Dugin tout à l'heure, et récemment, Monsieur Dugin a présidé un colloque en Russie, justement sur le futur de l'Eurasie à l'horizon 2050. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que l'Eurasie, ça n'est pas que des corridors de transport, ça n'est pas qu'une espèce de trésor, d'une caverne d'Ali Baba de ressources minières, mais c'est aussi des sociétés anciennes, des sociétés traditionnelles, et c'est ça qui fait la différence, et c'est ce qui explique le fait que ce sont justement des pays qui gagnent actuellement. Alors, l'Europe, effectivement, est à la traîne, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi en perte de valeur. Alors, on va parler de la France parce que la France, qui est dans une situation économique aussi très catastrophique, hein, avec une énorme dette, et pourtant, Emmanuel Macron, lors de son déplacement au forum de Shangri-La, a fait un discours le 30 mai dernier, donc c'était à Singapour, que vous avez souligné. Alors, il a évoqué la situation de Taïwan en la comparant à l'Ukraine et l'envahisseur russe, hein, puisque la Russie est toujours responsable de tous les maux, que ce soit en Europe ou même en France, au-delà de l'Ukraine. Il a aussi parlé des liens qui unissent la Corée du Nord à la Chine et à la Russie. Est-ce que vous pensez que, alors je connais votre position, mais pour quelles raisons Emmanuel Macron, en fait, président donc de la France, se pose en fait en donneur de leçons en Asie? Alors la première partie de la réponse, c'est je pense qu'il y a une ambition européenne d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il se voit pas éternellement comme président de la France parce qu'il parle de toute façon jamais de la France. Il faut bien voir que même quand il revient d'une visite bilatérale France-Chine, dans l'avion, il parle de l'importance de développer une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis pour l'Europe, pas pour la France. Donc, il est dans une interview dans le cadre d'une visite bilatérale France-Chine, mais il parle d'une Union européenne. Donc je pense que ça n'a échappé à personne qu'il a une ambition européenne, c'est la place de von der Leyen qu'il convoite. Donc il faut se donner une dimension comme ça internationale, un petit peu napoléonienne, qui fait beaucoup rire d'ailleurs les Russes et les Chinois. Mais les Chinois rient, on va dire un peu plus discrètement. Ils donnent toujours un petit peu d'essayer de pas faire perdre la face au président, mais on va dire l'administration chinoise a bien compris à qui elle avait affaire, que c'est quelqu'un qui fait semblant d'être très amical quand il vient en visite, et puis dès qu'il est retourné chez lui, est tout à fait inféodé à l'OTAN. Et d'ailleurs, il nous a fait croire, et en 2023, qu'il s'était opposé à la création d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo, ce qui est vrai, hein, c'est vrai que c'est lui qui s'y était opposé en 2023, mais là, justement, au forum de Shangri-La à Singapour, il a utilisé justement cette position en disant mais c'est moi qui ai empêché la création d'un bureau de l'OTAN à Tokyo, mais je pourrais ne plus m'y opposer si jamais la Chine permet que des troupes nord-coréennes aillent combattre en Russie. C'est-à-dire qu'en fait, il demande à la Chine d'aller faire la police aussi bien en Corée du Nord et en Russie, en disant interdiction d'utilisation des soldats nord-coréens. Ce qui est absolument absurde. Et ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau de Macron. Ça fait plus de 20 ans. Moi, je me rappelle, j'avais eu une discussion avec un diplomate, un ambassadeur chinois à l'époque, qui me disait, et vous, les Occidentaux, vous avez rien compris. Vous pensez que la Chine a un droit de vie et de mort sur la Corée du Nord et qu'ils vont faire tout ce qu'on leur dit. Non, la Corée du Nord, c'est le petit frère turbulent qu'on n'arrive pas à tenir. Donc il faut être très prudent avec, on peut l'influencer, on peut lui expliquer une position, mais de toute façon la Corée du Nord c'est un État souverain et la Chine ne va pas lui imposer quoi que ce soit. Donc là Macron a essayé encore de tordre le bras à la Chine de cette façon-là en disant si vous permettez qu'il y ait des soldats nord-coréens en Russie, ça veut dire que vous êtes complice, ça veut dire que la Chine décide de où va se rendre l'armée nord-coréenne, ce qui est absurde. Donc je pense qu'il y a d'abord une grande incompréhension ou on va dire ignorance du dossier de la diplomatie française. Donc Macron est très mal briefé avant de se rendre à Singapour. Et puis il y a cette espèce d'arrogance toujours de penser qu'il peut dire à la Chine ce qu'il faut faire, de menacer finalement de menacer d'une présence française accrue en mer de Chine du Sud. On se rappelle qu'il y a des frégates françaises
il y a eu des manœuvres aériennes françaises avec les Philippines. On n'a absolument rien à faire dans cette région, on n'a pas d'intérêt Il nationaux l'a dans cette rappelé région-là. d'ailleurs. Lors de son discours, il l'a rappelé, hein. Il a Oui, insisté exactement. sur cet aspect. Et c'est vraiment le rôle de proxy, de pion en fait de l'hégémon anglo-américain que depuis Sarkozy, la France accepte de jouer. Alors c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne qui envoie des frégates dans le détroit de Taïwan pour jouer comme ça aux gendarmes régionaux, ce qui est une très mauvaise idée parce que d'abord en termes militaires c'est complètement négligeable. Je veux dire, on a déjà pas de quoi protéger nos dom-toms et faire respecter nos droits dans nos zones économiques spéciales, de nos zones économiques autour de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie, et on va 7000 kilomètres au nord, en mer de Chine du Sud, faire les gros bras. C'est complètement déplacé, mais et ce que ça fait, c'est que ça perturbe la relation avec la Chine, la relation bilatérale avec la Chine, qui était très bonne depuis le général de Gaulle, qui ne fait que se dégrader depuis, et on se demande quel est le bénéfice en fait pour la France, et il y en a absolument aucun. C'est vraiment la France se sacrifie pour l'hégémon anglo-américain qui veut faire croire, comme tout le temps, qu'il y a une espèce de coalition des volontaires. Et ce serait quoi alors, à long terme, la position de la Chine alors sur ces relations bilatérales entre les deux pays? Est-ce que elle, de par sa position, est prête finalement à cesser toute relation avec la France si jamais on part dans de l'arrogance plus quoi? Non, non, parce que la Chine, tout comme la Russie, hein, a fait une différence entre la France et le gouvernement français. On sait très bien que de toute façon, le gouvernement français, il y a une date de péremption dessus. Hein, dans quelques années, il sera plus là. Et puis, de toute façon, il y a une partie de l'administration française qui n'est absolument pas, qui est obligée de collaborer, d'exécuter les décisions d'Emmanuel Macron, mais qui sait très bien, notamment la diplomatie française, on va dire les gens qui sont là depuis 30 ou 40 ans, qui savent très bien quel est l'intérêt de la France dans cette affaire et que ce qu'on fait en ce moment, c'est on est en train de se tirer dans le pied. C'est la même chose du côté des entrepreneurs français, c'est la même chose du côté des grandes entreprises françaises. On voit qu'il n'y a absolument pas on va dire, il n'y a pas de ralentissement de l'activité dans la relation bilatérale. Au contraire, de toute façon, la Chine étant à peu près le seul endroit au monde où il y a de la croissance économique, on n'a pas le choix. On a brûlé les ponts avec la Russie. On s'est fait sortir d'Afrique par les Américains et puis les Africains de toute façon nous sont mis dehors. Donc il reste plus grand chose. Donc on a de la chance encore d'avoir la Chine dans la main d'un point de vue commercial. Et la Chine la diplomatie chinoise est assez intelligente pour savoir que en grande partie l'hostilité d'un Macron, d'un Le Maire, c'est en fait des injonctions qui viennent de Bruxelles et donc de Washington. Donc voilà, on n'est pas obligé, la Chine n'est pas obligée d'être amicale avec Bruxelles, mais elle n'est pas obligée non plus de se fâcher avec Paris ou avec Rome ou avec d'autres pays comme ça. Il faudrait juste qu'on soit un petit peu plus intelligent et un petit peu plus malin comme le sont les Italiens, qui ont énormément de pression des États-Unis, notamment ils ont été forcés de sortir des nouvelles routes de la soie. Mais tout de suite derrière, Mélanie est partie en Chine signer tout un tas d'accords bilatéraux avec la Chine. Donc on voit que on peut le faire en Europe, on peut tout à fait danser d'un pied sur l'autre, on peut ruser. Il faut croire que les Italiens sont plus rusés que nous, quoi. Faudrait pour cela peut-être que la France aussi retrouve sa souveraineté. J'en parlais avec Karine Béché-Golovko, qui a été votre invitée une semaine avant, et c'est peut-être pas encore gagné pour la France. En tout cas, tant qu'on aura peut-être Emmanuel Macron, je sais pas. Après la suite, on verra, mais moi, je suis pas très optimiste hein, sur ce coup-là. Un mot sur l'Inde, Laurent. L'Inde qui fait partie à la fois, qui est membre des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Elle vient de faire une déclaration en annonçant un changement de position. Vous allez nous expliquer un changement de position suite aux événements donc qui se déroulent actuellement entre l'Iran et Israël. Oui, alors effectivement, l'Inde fait partie des BRICS, c'est un des membres fondateurs. Elle a démontré à plusieurs reprises dans l'histoire des BRICS, qui n'a que 10 ans, hein, elle a démontré à plusieurs reprises qu'elle était en fait l'Inde se satisfait d'une position un petit peu à cheval, comme on dit en anglais, on va dire elle est vraiment sur la frontière entre l'Occident et l'Eurasie, et justement elle aime bien cette position.
qui lui permet de tirer des avantages des deux côtés. Et elle est également membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et effectivement, l'Organisation de coopération de Shanghai a fait une déclaration suite à l'agression par Israël de l'Iran, en disant qu'Israël avait franchi les lignes rouges et que elle espérait un retour à la diplomatie, à la solution négociée. Alors, faut bien voir que l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est pas du tout un OTAN, c'est pas une organisation militaire, c'est un groupement informel qui est basé sur la sécurité des États membres, mais il n'y a pas d'article 5 comme dans l'OTAN qui contraint une intervention commune au cas où un des membres soit attaqué. Donc, l'Organisation de coopération de Shanghai a fait ce communiqué tout à fait pacifiste, et l'Inde s'est sentie obligée de sortir un communiqué ce matin qui met en porte-à-faux, globalement en prenant un petit peu le parti d'Israël. On connaît la relation entre l'Inde et Israël, l'Inde voilà, qui soutient absolument tout ce que fait Israël depuis des décennies. Donc voilà, c'est quelque chose qui prouve en fait que c'est un peu on peut appeler ça un cheval de Troie. Alors c'est peut-être un cheval de Troie américain, ou alors c'est un maillon faible. C'est peut-être un pays qui n'aurait pas fallu faire rentrer immédiatement dans ce groupement, parce que malgré le 1,5 milliard de population, c'est vrai que diplomatiquement, l'Inde ne s'est jamais vue vraiment comme faisant partie de l'Eurasie. Elle a une relation avec la Russie qui est très pragmatique, qui est fondée globalement sur un partenariat militaire. Elle permet aussi à l'Inde de s'enrichir. On voit bien que depuis le début de l'opération spéciale en Russie, l'Inde achète du pétrole à la Russie qu'elle revend 3 fois plus cher à l'Europe. Donc c'est vraiment on va dire le cheval de Troie, ou le passager clandestin de la relation. Et je pense qu'il va falloir, là ça devient assez clair pour Pékin et pour Moscou, qu'il va falloir reconsidérer en fait cette participation de l'Inde, parce qu'on a vu que notamment elle empêche le développement des BRICS, elle empêche le développement de l'Organisation de coopération de Shanghai. On a vu que l'Algérie devait rentrer dans les BRICS. C'est l'Inde qui, sur la demande d'Emmanuel Macron, s'y est opposée, parce que dans les BRICS, c'est des décisions qui sont prises à l'unanimité. Donc, aussi bien la Russie que la Chine n'a pas voulu se brouiller avec l'Inde sur cette question-là. Enfin, effectivement, l'Algérie qui aurait pu rentrer dans ce groupement, on va dire, l'Algérie est un État un partenaire peut-être, oui. Partenaire stratégique fondamental en Afrique du Nord pour les BRICS. Alors là, à cause de l'Inde, qui n'a aucun intérêt avec l'Algérie, il n'avait aucune raison de s'y opposer, et on a su après que c'était sur la demande d'Emmanuel Macron. Tout ça est lié à la vente de Mirage. Enfin, c'est assez compliqué. Elle s'est opposée également à l'entrée du Pakistan. Donc voilà, là, on peut comprendre. Là, on peut peut-être comprendre avec. Oui, mais bien sûr, mais l'idée de rejoindre un groupement informel qui va être plutôt basé sur la coopération économique, c'est justement de diffuser toutes les tensions internes et pas de les amener à l'intérieur. Or là, ce que fait l'Inde dans les BRICS, c'est la même chose que font les immigrés indiens au Canada, c'est-à-dire qu'ils finissent par importer le conflit qu'ils ont avec les Pakistanais au Canada. Et ben là, c'est la même chose. Finalement, l'Inde finit par importer son conflit bilatéral avec le Pakistan au sein des BRICS en refusant l'entrée. Ce qui de toute façon n'est pas viable, parce que le Pakistan a une relation privilégiée avec la Chine, aussi bien militaire que stratégique. Donc c'est forcément une source de dissension, et on voit que l'Inde, en fait, en faisant ce petit jeu-là, elle cherche à bloquer le développement d'un groupement qui est très mal vu aux États-Unis et en Union européenne. Alors, est-ce qu'il y aurait une possibilité justement que l'Inde soit exclue, notamment de l'Organisation de coopération de Shanghai? Après les BRICS, ce sera plus compliqué parce qu'elle fait partie quand même des membres fondateurs, mais en tout cas de l'OCS, si je peux dire comme ça, de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, je dois dire, c'est un scénario plausible. Je ne connais pas les statuts de l'OCS. Est-ce qu'il y a la possibilité d'exclure un membre? Ou est-ce qu'il y a possibilité de passer outre finalement, même si dans les statuts, effectivement, les décisions doivent être prises à l'unanimité, mais est-ce que comme en Union européenne, on peut finalement passer outre?
C'est possible, il faut voir. Je pense que ce sera beaucoup des tractations qui ne seront pas dans le domaine public. C'est ça aussi l'autre différence entre l'Occident et l'Eurasie asiatique, c'est que on met pas tout sur la place publique. On fait pas des déclarations à l'emporte-pièce sur Twitter. Beaucoup de décisions sont prises et ne sont annoncées qu'une fois qu'elles ont été prises, entérinées par tout le monde. Donc c'est à voir, mais je pense que de toute façon il est vraiment primordial maintenant, aussi bien pour Pékin que pour Moscou, de se poser la question sur la présence de l'Inde dans ces groupements, parce que on va très rapidement arriver en fait à la limite du développement de ces organisations si l'Inde continue de se comporter comme elle se comporte. En tout cas, ça ajoute tout de même de nouvelles tensions dans la région. Oui, tout à fait. Les tensions sont fortes. Bon, en même temps, on a vu que l'Inde et la Chine ont négocié sur leur conflit frontalier. Alors, c'est pas une solution pérenne dans le sens où elles ont décidé, à la veille du sommet des BRICS, justement, qui s'est tenu à Kazan l'année dernière, elles ont décidé de geler en fait ce conflit en disant bon, la zone qui est contestée, aucune armée n'est autorisée à y rentrer. Donc ça fait de facto qu'il y a plus de possibilité de conflit physique. Enfin, un jour ou l'autre, il va falloir décider à qui ça appartient. Et là, ce sera effectivement si l'Inde se voit comme en fait faiseur de roi en Eurasie, ça risque de créer des tensions supplémentaires. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurent, pour votre analyse et pour toutes ces explications. Je crois qu'on a quand même assez ratissé large là, même s'il y a encore plein de choses à dire. Et moi, je trouve que ce serait bien de faire une émission la prochaine fois sur l'esprit confucéen de la Chine. Voilà, ça c'est quelque chose parce on a évoqué les valeurs, c'est vrai, mais ces valeurs viennent quand même trouvent une source quelque part. Absolument. Et c'est un peu le cas, en fait, un peu partout en Eurasie. C'est vrai qu'il y a une tradition philosophique qui en fait, qui a permis le développement d'une tradition diplomatique. Et c'est un sujet que je connais bien sur la Chine et pas tellement sur les autres pays. Mais c'est fondamental pour comprendre le développement des relations internationales actuellement. Et oui, et puis donner aussi une autre vision, comme vous l'avez dit, que en Occident notre vision est assez biaisée par tout ce qu'on peut entendre sur la Chine. Donc, ce serait bien d'avoir quelque chose de plus pragmatique. Et puis vous qui vivez là-bas depuis plus de 20 ans, je pense que vous êtes quand même la personne adéquate, on va dire. Merci Kate pour votre invitation. C'est toujours un plaisir. Merci à vous Laurent, et puis je vous dis à très bientôt, et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.